Mes chers collègues, Monsieur le Président, en application de l'article 13 de la Constitution, nous entendons ce matin Monsieur Robert Ophèle, que nous avons jusqu'ici bien connu dans d'autres fonctions, nous y reviendrons, candidat proposé par le Président de la République pour être nommé Président de l'Autorité des normes comptables en remplacement de Patrick de Cambourg, que nous avons aussi connu, celui-ci ayant été nommé Président du Conseil sur le reporting de durabilité au sein de l'EFRAG, c'est-à-dire de la structure européenne qui couvre le sujet. L'ANC est issue de la fusion en 2009 du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable. Cette autorité intervient dans la détermination des règles comptables nationales et représente la France auprès des instances internationales chargées de l'élaboration des normes comptables internationales. Ainsi, l'autorité donne un avis. Ainsi, mes chers collègues, l'autorité donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable et elle établit en vue de leur homologation par le ministre chargé de l'économie les règlements comptables applicables aux entreprises. Depuis l'année dernière, un comité sur l'information de durabilité des entreprises a également été formé au sein de l'ANC, chargé de répondre aux consultations européennes et internationales sur le sujet. Il s'agit à titre principal de se doter d'une formation pour travailler en réponse à l'EFRAG dans le cadre de la définition, donc de l'autorité européenne pour dire les choses, dans le cadre de la définition des informations exigées des entreprises en application de la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Cette audition est publique et est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. En application de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, cette audition sera suivie d'un vote qui se déroulera à bulletin secret. Je rappelle que les délégations de vote ne sont pas autorisées. Le dépouillement sera effectué après le vote. Votre audition par l'Assemblée nationale s'étant déroulée ce matin même. En vertu du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs exprimés dans les deux commissions représentait au total au moins 3/5 des suffrages exprimés. Je vous laisse la parole pour un propos introductif, puis je donnerai la parole à notre collègue Antoine Lefèvre, qui a été désigné comme rapporteur par notre commission pour cette audition. Monsieur Ophèle. Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'auditionner juste à la sortie de l'Assemblée nationale, ce qui donne dynamique à ce process. Donc, en effet, le Président de la République m'a pressenti pour présider l'autorité des normes comptables à la suite de Patrick de Cambourg. Votre commission avait auditionné Patrick de Cambourg il y a 2 ans dans le cadre du renouvellement de son renouvellement à la présidence de l'ANC. Je peux vous indiquer que, évidemment, ma présidence, si vous la confirmiez, s'inscrirait dans la continuité de ce que Patrick de Cambourg vous avait alors présenté. Je vais évoquer ce matin, en propos introductif, les missions de l'ANC, les défis qu'elle doit relever et indiquer, si possible, comment elle pourrait être à la hauteur de ces défis et vous donner peut-être quelques éléments rapides sur mes qualifications pour y contribuer. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'autorité des normes comptables à 3 types de missions qui lui ont été confiées par l'ordonnance de janvier 2009. Premier type de mission, ce sont les normes comptables nationales, c'est-à-dire règlements, prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales qui doivent élaborer des documents comptables conformes aux normes de comptabilité privée et dans le prolongement de cela, elle donne aussi un avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui contiennent des mesures de nature comptable applicables à ces mêmes personnes.
La deuxième grande mission, c'est émettre de sa propre initiative ou à la demande des ministres des avis et prises de position dans le cadre des procédures d'élaboration des normes comptables internationales. Deuxième dimension internationale. Et troisième dimension, qui est quelque part à l'appui de tout cela, c'est coordonner et faire la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques en matière comptable. C'est la recherche en matière de comptabilité. Comment est-ce que l'ANC doit être un acteur important pour assurer le développement de cette recherche. C'est rajouté récemment et l'information extra-financière à fournir et qui est désormais normalisée de façon de plus en plus forte sous l'appellation d'information de durabilité. Et à la demande du ministre, l'ANC a donc couvert ce domaine qui est, j'y reviendrai si vous le souhaitez, très complémentaire des informations financières avec ce comité de l'information de durabilité. En fait, de même que nous avons au niveau international, sous la fondation IFRS, deux jambes, l'IASB, normes comptables, normes comptabilité financière, et l'ISSB, information de durabilité. Maintenant, nous avons au niveau européen, au niveau de l'EFRAG, nous avons un comité sur l'information de durabilité nous avons, oui, un comité sur l'information de durabilité et un comité sur le reporting financier. Et de même, en France, nous avons vocation à couvrir ces deux branches. La transposition de la directive CSRD en donne une opportunité d'inscrire cette mission dans la loi. J'y reviendrai parce que précisément vous avez eu des débats déjà sur cette transposition. L'ANC, et ne nous y trompons pas, c'est d'abord le normalisateur comptable français pour environ 5 millions d'entités qui suivent les normes nationales pour établir leurs comptes sociaux. Le dynamisme dans l'exercice de cette mission fonde sa légitimité et elle la fonde au-delà même du cadre national parce que c'est cela qui aussi lui donne un écho à l'international. Au-delà du travail que j'appellerais de courant d'actualisation des normes françaises en fonction des nouveaux instruments et des nouvelles circonstances qui arrive régulièrement, la question se pose de poursuivre, de conclure ou d'engager des travaux plus ambitieux. Je pense à certaines approches sectorielles, par exemple dans les secteurs financiers, la banque et l'assurance, qui ont des normes. Les normes françaises sont un peu anciennes dans ces domaines-là et pas toujours très adaptées, pas toujours actualisées en fonction des pratiques. Et je pense également au développement d'une approche plus principielle du plan comptable général, plan dont la constitution a fait l'objet d'un travail très très important par l'ANC, mais qui a été fait à règles constantes et on en mesure les limites normatives lorsqu'on le compare aux approches internationales. Ce travail principal a été engagé par l'ANC, mais les débats autour de la notion de chiffre d'affaires illustrent la difficulté d'une telle démarche, avec notamment la nécessité de surmonter les difficultés liées à la nécessaire cohérence entre l'approche comptable et l'approche fiscale. On le sait, le système français est un système qu'on appelle moniste. Ce sont les comptes sociaux qui constituent la base de détermination du résultat imposable des entreprises. Et en traduisant la réalité économique de l'activité de l'entité, les normes comptables ne devraient pas conduire à des divergences significatives avec l'approche fiscale. Renforcer cette connexion fiscalo-comptable doit donc rester un axe de travail majeur pour l'autorité des normes comptables. Une telle démarche ne peut être fructueuse qu'en réunissant toutes les parties prenantes. L'administration fiscale, bien entendu, mais aussi les entreprises et les entreprises des plus petites qui, elles, sont très attachées à la convergence et à la stabilité des normes à des fins de sécurité des juridiques et qui souhaitent une simplification de ces normes, aux plus grandes
qui, elles, établissent aussi leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable international de l'IASB que j'évoquais tout à l'heure, et qui cherchent, elles, plutôt une convergence entre les règles applicables à leurs comptes annuels sociaux et celles de leurs comptes consolidés, parce que cela correspond pour elles aussi à une simplification opérationnelle. Simplification ne signifie pas la même chose pour une petite entreprise et pour une très grande entreprise, et il faut donc prendre tout cela en compte. Cela me conduit naturellement à évoquer les normes internationales qui s'appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des entreprises de l'Union qui sont cotées sur un marché réglementé, soit environ 500 entreprises en France. Il faut avoir l'ordre de grandeur, 5 millions d'entités pour les normes françaises, 500 comptes consolidés pour les normes internationales. L'Union a en effet décidé de ne pas développer ses propres normes en matière de comptabilité financière, mais de retenir les normes de l'IASB qui sont donc intégrées dans le cadre de la réglementation européenne après une procédure d'homologation qui se fait sur avis de l'EFRAG que vous avez évoqué. On peut exceptionnellement, ça peut se traduire par l'introduction d'options alternatives spécifiquement européennes. Ça arrive, ce fut le cas récemment pour la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance, avec la faculté, ce qu'on appelle le carve-out, de ne pas retenir pour certains contrats une approche en cohorte annuelle qui met en mal le principe de mutualisation des risques qui est une des fondements de nos dispositifs d'assurance. Le challenge pour l'autorité des normes comptables est d'être efficace le plus en amont possible via un dialogue nourri avec l'IASB, mais notre force de conviction n'est naturellement d'autant plus forte que nos positions sont partagées par nos partenaires de l'Union. Parce que si on arrive unis dans l'Union, l'IASB sait que l'Union est in fine le principal utilisateur de ces normes, et donc ça pèse beaucoup plus que si on est tout seul. Les débats au sein de l'EFRAG sont donc aussi essentiels pour peser sur l'élaboration des normes IASB et éviter d'avoir à s'engager dans la voie qui est toujours délicate du carve-out, de l'exception au dernier moment. Si on peut considérer qu'en matière de normes comptables internationales, l'essentiel a été fait ou est clôturé, on pense en particulier à l'amortissement des survaleurs qui a été une nouvelle fois écarté du paysage. Des dossiers sensibles restent en cours. Ainsi, la présentation des états financiers eux-mêmes va relever d'une norme qui est en cours de finalisation. De même, le renforcement des informations à fournir dans le cadre des tests de dépréciation est à l'étude et fait suite d'une certaine manière à l'abandon de l'idée d'introduire un amortissement des survaleurs que j'évoquais à l'instant. Et puis, il y a des revues périodiques, des PIR à l'IASB, donc des revues périodiques à venir sur des normes qui ont été récemment mises en œuvre. Sans être porteuses de changements majeurs, ces revues appellent une attention soutenue parce que une des prochaines revues, c'est quoi? La norme de chiffre d'affaires, l'IFRS 15, donc quelque chose qui est quand même très très sensible, au niveau de qu'est-ce qu'est le chiffre d'affaires, et aussi celui des contrats de location, l'IFRS 16, qui a introduit des modifications très substantielles. Dans tous ces travaux, nous devons favoriser la pertinence de l'approche et promouvoir la qualité de l'information donnée aux tiers, mais il faut également, je crois, mesurer l'incidence de la norme sur la compétitivité de nos acteurs économiques. L'approche de la Fondation IFRS privilégie souvent les investisseurs, j'allais dire les marchés, en leur procurant des informations les plus détaillées possibles. L'approche américaine est d'ailleurs assez paradoxalement plus mesurée que l'approche IASB. Il peut donc y avoir un déséquilibre concurrentiel avec des niveaux hétérogènes de détails sur des informations concernant la marche des affaires des entreprises visées. Il convient donc d'être vigilant pour garder le bon équilibre et éviter de rendre public de façon inappropriée des informations commercialement ou juridiquement sensibles. Nous devons traiter désormais le sujet nouveau et lourd de la normalisation extra-financière dans le cadre de la directive CSRD et des travaux de l'ISSB au niveau international. Les défis sont nombreux dans ce domaine. D'abord, il faut finaliser le cadre normatif européen et assurer sa bonne déclinaison, mise en œuvre en France, et ensuite assurer au minimum sa compatibilité avec les normes internationales et avec les normes nationales de nos principaux partenaires. Je vais revenir brièvement sur ces deux aspects.
Premier aspect, donc ces normes CSRD elles-mêmes. La France a joué un rôle moteur pour développer une normalisation européenne ambitieuse dans ce domaine. Ambitieuse, et je vais vous en donner quelques éléments parce qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'il s'agit d'une évolution extrêmement lourde par rapport à tout ce que l'on connaît. C'est ambitieux parce qu'elle permet de couvrir clairement et de façon homogène dans l'Union les 3 champs: environnement, social, gouvernance. Là où certains se limitent encore à l'environnement, voire même au climat. En effet, par exemple, l'ISSB en est encore à finaliser uniquement ces normes concernant le climat, dont on attend la finalisation au mois de mars prochain. Elle a une dimension prospective. Ce n'est pas juste une photo à l'instant donné, puisqu'il est demandé une description des objectifs assortis d'échéances que s'est fixée l'entreprise en matière de durabilité. C'est une approche qui prend en compte, tant pour l'environnement que pour le social, le concept de double matérialité, c'est-à-dire matérialité financière et matérialité d'impact. Et il le fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pas uniquement sur le périmètre de la comptabilité financière, les fournisseurs, les clients. Ça couvre donc les besoins de l'ensemble des parties prenantes et pas seulement celles intéressées sur les risques pesant sur la valeur de l'entreprise. Elle a ici un périmètre qui va très au-delà des entités d'intérêt public, ce qu'on appelle les EIP, qui sont en fait, en gros, les sociétés cotées sur un marché réglementé, les banques et les assurances, dès lors qu'elles ont plus de 500 personnes en effectif. Parce qu'elle va couvrir, de façon obligatoire, l'ensemble des grandes entreprises au sens des définitions européennes. Et ça veut dire, pour simplifier, les entreprises qui ont des effectifs moyens de plus de 250 personnes, qu'elles soient cotées ou pas. Et donc, on est sur un périmètre d'environ 8000 entreprises. On n'est plus du tout, on est dans une autre dimension. Cela permet d'ailleurs, ça va couvrir de fait une très grande partie de nos activités économiques, probablement proche des 2/3. Enfin, il faut avoir ça en tête. Et par ailleurs, je prends mon ancienne casquette de président de l'AMF, ça ne constitue donc pas une incitation supplémentaire pour des sociétés à se retirer des marchés réglementés, puisque qu'elles soient ou non sur un marché réglementé, eh bien, elles devront fournir ces informations. Elle prévoit aussi, cette réglementation, un mécanisme d'assurance, d'audit, sur les informations de durabilité. Dans une première étape, ce n'est qu'une assurance limitée, mais l'étape de l'assurance raisonnable, c'est-à-dire le même niveau d'assurance que celui qui est sur les données financières, eh bien, il est d'ores et déjà prévu et tout cela sera encadré dans l'Union de façon homogène. Enfin, elle a une dimension, excusez-moi d'être un peu, mais c'est vraiment quelque chose qui bouleverse elle a une dimension extraterritoriale, puisqu'elle imposera les règles de l'Union aux entités de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union. Elle avait fait cette directive l'objet d'un accord en trilogue sous présidence française au premier semestre de l'an passé. Elle vient d'être publiée, enfin, elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 16 décembre, mais pour la mettre en œuvre, il y a un certain nombre de diligences. Et en particulier, il y a 2 choses à faire. Il y a à les transposer, cette directive dans les 27 ordres juridiques nationaux et, si possible, la transposer la plus rapidement possible, puisque, comme je l'indiquais, nous avons une application dès les comptes de 2024, qui seront certes avec des informations qui seront publiées en 2025, mais sur les comptes 2024. Donc, il y a une certaine urgence. Donc, il y a transposition et puis finalisation de ce qu'on appelle le niveau 2 de la réglementation européenne, c'est-à-dire toutes les normes techniques qui, en fait, permettent d'opérationnaliser cette réglementation. De fait, ces normes techniques sont proposées par les FRAG. Elles sont proposées par les FRAG et après un certain nombre de vérifications d'avis divers et variés, eh bien, elles ont vocation à être prises par la Commission européenne avec une possibilité non-objection des co-législateurs. À cette date, 12 projets de normes couvrant tous les aspects nécessaires pour la mise en œuvre
en janvier 2024. 12 projets de normes ont été proposés, présentés par les FRAG, et ils vont probablement, sous une forme ou sous une autre, être mis en œuvre, acceptés, entérinés autour du milieu de cette année, si possible avant le 30 juin. Il restera à fournir des normes sectorielles, des normes concernant les PME et des normes pour les établissements de pays tiers. Cet effort considérable de normalisation mobilisera les forces vives de la place, spécialement lorsqu'il s'appliquera à l'ensemble des grandes entreprises que j'évoquais tout à l'heure. La première étape, c'est ceux qui aujourd'hui sont couverts par les obligations de DPEF, mais la seconde étape qui vient très vite, puisque c'est l'exercice 2025, donc juste une année de décalage, là, il faut mobiliser l'ensemble des forces vives de la place pour qu'on puisse la mettre en œuvre de façon efficace. Ça veut dire vis-à-vis des entreprises et aussi vis-à-vis de ceux qui auront à prononcer faire des rapports d'assurance modérés puis raisonnables sur ces indications, donc tout l'audit externe. Nombre de nos entreprises ont une activité qui dépasse le périmètre de l'Union. Il importe que les normes qu'elles auront à appliquer dans l'Union soient compatibles et proportionnées avec celles que peuvent imposer d'autres juridictions. Il faut en fait éviter les approches multiples et assurer une concurrence équilibrée dans ce domaine-là. Cela passe d'abord par la compatibilité et la proportionnalité avec les normes internationales qui sont en cours d'élaboration par l'ISSB. Première norme sur le climat, donc pour fin mars. Ce qui est recherché, puisque l'ISSB, sa vocation à ce stade, c'est de déterminer une base commune d'information, les différentes autorités nationales les reprenant et pouvant en rajouter. Donc ce que l'on recherche, c'est de dire si vous appliquez les normes européennes, automatiquement, ça veut dire que vous êtes compatible avec les normes de l'ISSB. Mais naturellement, les normes internationales de l'ISSB, ce qui est important, c'est de voir qui va les retenir, qui va les prendre, qui va les retenir, qui va les imposer dans sa propre juridiction. Et là, à ce stade, nous n'en savons rien, ou plutôt nous savons que les États-Unis ne le feront pas. Soyons clairs, les États-Unis ne le feront pas. Ils ont développé une approche qui est en cours de validation à travers la SEC, hein, l'autorité de marché américaine, mais on connaît les débats compliqués sur le sujet aux États-Unis. Et donc, ça veut dire d'ailleurs que, je l'évoquais tout à l'heure, en évoquant l'ISSB, ce qui est recherché, on n'aura pas la réciproque. C'est-à-dire que les gens qui appliquent les normes ISSB ne seront pas reconnus comme équivalents pour appliquer les normes européennes. Les gens qui appliqueront les normes américaines, s'il y en a un jour, ne seront pas retenus comme équivalents par rapport aux normes européennes, parce que dans le CSRD, il a été très clairement dit que l'équivalence qui est prévue ne peut s'appliquer que si les normes de pays tiers couvrent l'ensemble des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et si elles respectent le principe de double matérialité. Et donc, aucune des normes que je viens d'évoquer, internationales ou américaines, ne respecte ces critères-là. Comment relever tous ces défis? La clé me semble être d'abord de bien structurer l'organisation de la place pour élaborer des positions argumentées, mesurer les conséquences des diverses options, mettre en évidence les difficultés d'application, proposer les clarifications utiles. L'ANC, l'autorité des normes comptables, est le lieu d'échange privilégié entre les entreprises et toutes leurs parties prenantes. Tout particulièrement, naturellement, les experts comptables et les commissaires aux comptes, mais au-delà, l'ensemble des parties prenantes et aussi les autres autorités de la place ou tous ceux qui utilisent les comptes qui sont produits. Il s'agit ensuite d'assurer la fluidité de nos échanges avec nos partenaires de l'Union et des pays tiers afin de comprendre leur approche et mettre en évidence des alignements d'intérêts autant que faire se peut. Pour tout ça, l'ANC est une
est une entité de taille réduite, avec en gros une vingtaine d'agents. Elle n'est efficace que si elle peut mobiliser donc toutes les forces vives de la place autour de ses priorités. Ce n'est pas elle toute seule qui peut faire ce travail. Sa structure actuelle, avec un collège, une commission des normes privées, une commission des normes internationales, un forum d'application des normes comptables internationales, un comité sur l'information de durabilité, pas mal de groupes de travail ciblés sur des problématiques identifiées. Ça, ce sont les outils d'une telle mobilisation. Et les participations aux autres travaux des autres autorités, l'AMF, l'ACPR en particulier, renforcent la cohérence des approches. Il s'agit donc de poursuivre et d'amplifier cette dynamique. Et pour ce faire, il nous faut effectivement disposer des 20 agents, d'une équipe permanente d'experts de haut niveau qui est capable d'animer les groupes de travail. Parce que quand j'évoquais les groupes de travail représentant toutes les parties prenantes de la place, il faut qu'il y ait un point fixe de secrétariat, d'animation, qui est un expert de l'autorité. Il nous faut dépasser le cercle des très grandes entreprises, car on le voit, qu'il s'agisse des normes françaises aujourd'hui ou demain des reportings de durabilité, le périmètre des sociétés concernées va très au-delà de celui des très grandes entreprises. Donc il faut être attentif au maximum. J'évoquais les PME tout à l'heure parce que c'est optionnel pour les PME, en fait. Mais l'optionnalité, je pense que l'optionnalité, elle sera peut-être remplie et il faut souhaiter qu'elle le soit parce que ce sont des informations utiles. Et donc, tout ça signifie qu'il faut avoir une écoute des entreprises qui va très au-delà des très grandes entreprises. Il nous faut une coordination très forte avec les autres autorités nationales, y compris l'administration fiscale, pour limiter au maximum les demandes reconventionnelles ou parallèles. Nous pensons que les informations fournies par les états comptables et le reporting de durabilité doivent permettre de couvrir la quasi-totalité des besoins de tout le monde. Et donc, n'en rajoutons pas, utilisant les informations qui sont là. Il nous faut également soutenir une recherche comptable ambitieuse. C'est une des missions de l'ANC et il faut être vraiment très attentif à ce sujet-là parce que, en particulier au niveau international, c'est vraiment en s'appuyant sur une recherche de qualité qu'on gagne le débat d'idées. Et donc, c'est un domaine qui doit être tout à fait en haut de nos objectifs. Il nous faut ancrer, je le crois, dans la loi la mission de l'autorité des normes comptables concernant les normes d'information de durabilité des entreprises, qui résulte aujourd'hui d'un simple courrier du ministre. Cela permettra d'asseoir l'autorité de l'ANC dans ce secteur qui va vraiment structurer les travaux de tout l'écosystème et est étroitement lié aux normes comptables. J'y reviendrai si vous voulez. Il nous faut élaborer enfin un nouveau plan stratégique détaillé sur nos priorités pour les 3 prochaines années. Je m'y attacherai avec le nouveau collège. Si vous confirmez ma nomination, aujourd'hui, je serai prudent sur un certain nombre d'axes parce que fondamentalement, un plan stratégique, ce n'est pas un plan personnel, c'est un plan d'un collège, d'une adhésion, et ce collège représente beaucoup les parties prenantes de la place. Il est important que ce plan stratégique permette justement d'amorcer cette dynamique que j'évoquais tout à l'heure. Je vais être très bref sur mes qualités éventuelles pour assumer cette présidence et être à la hauteur des enjeux que je viens d'évoquer. L'intégralité de mon parcours professionnel a été réalisée dans le secteur public. J'ai rejoint la Banque de France immédiatement à la fin de mes études, diplôme de l'ESSEC et diplôme d'études comptables supérieures. Je rejoins la Banque de France en février 81. Je l'ai quitté en août 2017 pour rejoindre l'Autorité des marchés financiers, en assurer la présidence avec un mandat de 5 ans non renouvelable. Je ne suis pas un professionnel de la comptabilité, mais j'ai accumulé au cours de cette carrière, je crois, de connaissances en la matière et j'ai eu en particulier au cours des 10 dernières années des interactions vraiment fréquentes avec l'ANC. J'ai passé 8 ans au contrôle des institutions financières qui ont une composante comptable extrêmement significative et qui a vraiment évolué d'ailleurs au cours du temps, puisque ces 8 ans, c'est 2 ans et demi en début de carrière et 5 ans et demi en tant que sous-gouverneur, président pour le compte du gouverneur de la CPR. J'ai passé une dizaine d'années à la direction financière de la Banque de France, à une époque où nous avons normalisé les traitements comptables de l'Institut d'émission.
Nous avons introduit à ce moment-là, d'ailleurs, la certification de nos comptes et réformé notre système de retraite en mettant en place un suivi rigoureux de l'engagement de retraite, puisque l'engagement de retraite à la Banque de France est provisionné, en mettant en place, donc sur la base des normes internationales IAS 19 en l'espèce. La normalisation de la comptabilité de la Banque de France est passée aussi ensuite par l'élaboration d'une approche comptable commune entre les banques centrales de l'eurosystème, afin de permettre notamment le partage du revenu monétaire, j'en passe. Mais il se trouve que c'est moi qui ai conduit ces travaux pour le compte de la Banque de France. Mes 5 années à la présidence de l'AMF m'ont plongé dans la communication financière des émetteurs de titres, donc essentiellement sur la base des normes internationales IFRS à l'AMF ou à l'ESMA, et aussi désormais à la communication extra-financière sur la durabilité à l'AMF, à l'ESMA, et aussi, et là je le signale, à IOSCO, l'OICV, qui est l'organisme international. Beaucoup de points communs ont été traités au cours de ces 5 années avec l'ANC. Je ne les détaille pas, je peux les détailler si vous le souhaitez, mais évidemment, quand on se pose la question de savoir si les parts de fonds communs de monétaires sont des équivalents de trésorerie, par exemple, on voit bien, par exemple, l'interaction qu'on peut avoir ensemble ou quand il s'agit de traiter des cryptoactifs, comment est-ce que ça se passe. Donc, je vais, si vous voulez, m'arrêter là. Je voulais vous signaler, parce que pour moi c'est important, il se trouve que j'ai aussi actuellement la responsabilité du projet, de piloter un peu le projet français de candidature de Paris pour accueillir la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA. Je le signale parce que l'Union européenne est en train de changer complètement de braquet dans ce domaine-là. Elle est passée du niveau de la directive qui était vaguement transposée dans 27 pays au niveau d'une réglementation qui s'applique de façon automatique à l'ensemble des pays, et elle crée une nouvelle autorité, et donc une nouvelle autorité qui aura vocation sur l'ensemble du périmètre à assurer l'homogénéité de la mise en œuvre de cette réglementation et avoir la supervision directe en matière de lutte anti-blanchiment d'une quarantaine d'établissements financiers significatifs. Et je le signale parce que je crois qu'il faut qu'on se mette tous, on est tous, prendre cette question à bras-le-corps pour que ça soit efficace dans l'Union. Merci. Merci, Monsieur Ophel. Un rapport, une présentation très complète. Alors, vous auriez pu peut-être éviter la fin, si je puis dire, présentation personnelle, puisque nous l'avons bien en tête et nous savons qu'évidemment, votre passé plaide pour que cette mission puisse être parfaitement remplie par vous. Monsieur Lefebvre. Monsieur le Président. Alors, en complément de la présentation de Monsieur Ophel, je souhaite lui poser 4 questions. Tout d'abord, l'autorité des normes comptables est une autorité un peu particulière dont la dotation budgétaire portée par la mission économie est assez limitée, de l'ordre de 2 millions d'euros. Après l'autorité des marchés financiers, vous prendriez donc la tête d'une structure bien moins imposante que je qualifierais de plateforme de travail et d'échange. Considérez-vous qu'il serait nécessaire de renforcer les moyens de l'ANC, ou bien l'autorité vous semble-t-elle parvenir de façon satisfaisante à ses objectifs avec les moyens dont elle dispose? Puis, je souhaite évoquer la directive sur le reporting de durabilité des entreprises, dite CSRD. Elle aura bien sûr des conséquences majeures sur les obligations de publication extra-financière des entreprises. Quel est, selon vous, le rôle que doit jouer l'ANC en matière de normalisation extra-financière? Par ailleurs, considérez-vous que la prise en compte des enjeux socio-écologiques doivent conduire des évolutions des normes comptables applicables aux informations financières? En effet, la liaison entre information financière et information non financière me semble indispensable. Patrick de Cambourg évoquait lui-même à ce sujet une logique de fertilisation croisée. Enfin, considérez-vous que l'Union européenne et a fortiori la France se sont pas assez représentés au sein de l'ISB et que le cadre international des normes comptables soit déterminé sur le modèle anglo-saxon? Quels sont, selon vous, les moyens de renforcer notre influence et le nombre des représentants? Je vous remercie. Bien.
Vous pouvez répondre. On va essayer. Je vais prendre les deux premiers qui sont complémentaires, puisqu'il s'agit de moyens financiers et de moyens humains. Donc, ce sont les moyens. Moi, je suis toujours prudent sur les moyens, parce que, quelque part, les moyens un peu limités, ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment prioritaire. Mais il faut être clair, j'évoquais une vingtaine d'agents. Il faut cette vingtaine d'agents. Il faut cette vingtaine d'agents et que ça soit de bons experts capables d'animer la place. Parce que fondamentalement, compte tenu de la diversité des intérêts et des parties prenantes, ce n'est qu'en mettant tous ces gens autour de la table qu'on arrive à progresser. Et donc ça veut dire que l'ANC n'a pas vocation à se substituer à toutes ces parties prenantes. Par ailleurs, l'ANC n'est pas comme l'AMF, n'a pas de rôle de supervision et n'a pas de filière répressive. Donc, on est sur un normalisateur et donc on doit avoir les effectifs qui sont cohérents avec cette fonction, mais on ne peut pas comparer, de mon point de vue, avec d'autres autorités qui ont des missions plus diverses. Alors, l'autorité des normes comptables n'est pas une API, ces moyens sont des moyens qui entrent dans le cadre classique des moyens du ministère de l'économie et des finances. À côté, il y a un collège qui avec là un président qui a un mandat et donc qui est indépendant et qui avec le collège pilote tout cela. Mais fondamentalement, les moyens sont ceux que lui donne le ministère de l'économie et des finances, plus un fonds de concours qui est alimenté par les entreprises et les professionnels du chiffre, appelons-le comme ça. Ce fonds de concours essentiellement a pour objet de financer les organismes internationaux, IASB aujourd'hui et EFRAG également. Maintenant avec EFRAG, avec les deux dimensions, puisqu'on a rajouté cette dimension de durabilité, et comme on contribue donc maintenant plus à l'EFRAG, puisqu'on contribue aux deux, faut être clair, le fonds de concours aujourd'hui de l'ANC, il est en déficit depuis qu'on est donc, et puis il y a un certain nombre d'entreprises qui ne versent pas de leur contribution volontaire entre guillemets à l'ANC. Tout ça résulte en fait d'une convention qui a été conclue avec des associations il y a quelques années. Il faut qu'on revoie ça pour en assurer la bonne calibration, en particulier compte tenu des besoins plus importants de l'EFRAG, et aussi en fonction du troisième type de dépenses de ce fonds de concours, qui est le financement de la recherche. Puisqu'il y a à peu près une centaine de milliers d'euros qui sont mobilisés pour financer la recherche comptable en France. Il faut peut-être se donner un plan de développement de la recherche comptable et ce point-là pourrait en faire partie. Et donc, c'est un souci, c'est un petit souci, mais c'est un souci. Donc ça, c'est pour le premier type de question. La CSRD, il faut être clair, la France n'a pas pris le choix d'avoir une normalisation des indicateurs de durabilité, d'avoir une normalisation nationale. Elle fait le choix de prendre les normes européennes. Bon. Encore faut, mais ça c'est double. Du coup, il y a une double exigence. C'est d'abord, il faut être influent au niveau de l'Europe, parce qu'il ne s'agit pas qu'on laisse un. Et deuxièmement, il faut que l'écosystème français soit bien en ligne, bien aligné, et que l'on ait la prise en compte complète de leurs besoins dans le process. Et ça, c'est un enjeu qui, jusqu'à présent, a été
très bien relevé. Je veux dire, Patrick de Cambourg a eu une action extrêmement décisive dans ce domaine-là. Le point que je vais développer peut-être, c'était la fertilisation croisée. Parce qu'en effet, ces deux univers ne sont pas des univers qui ne se rencontrent pas. D'abord, tout ça devient de la communication unique de l'entreprise au même moment. Et on voit vite qu'il y a des interactions immédiates. D'ailleurs, les autorités, la réflexion en ce domaine-là n'en est qu'au début, il faut le reconnaître. Et c'est un domaine dans lequel il faut qu'on progresse. Mais on voit bien que quand vous évaluez un actif, qu'il soit corporel ou incorporel, savoir si cet actif a vocation à être échoué, c'est-à-dire à perdre de la valeur, parce que, par exemple, votre plan de sortie d'un certain nombre d'activités ou de plan de limitation de vos émissions carbone ou quoi que ce soit, ou de changement de fournisseur parce que le fournisseur en question ne respecte pas un certain nombre de choses, eh bien, tout ça affecte la valeur de vos actifs. Et donc, il faut donc que les deux parties cohabitent. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, il y a une généralisation on cherche à mettre un prix, par exemple, sur le carbone. Prix sur le carbone, parce que vous êtes en train vous avez des allocations d'émissions, vous avez des taxations dans certains cas, vous avez un marché libre du carbone qui vous permet éventuellement d'afficher que vous respectez un certain nombre d'objectifs. Eh bien, tout ça, c'est de la finance, ça a un coût. Et donc, on voit bien qu'il y a une nécessité d'avoir une approche très cohérente entre les deux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je crois, nous avons considéré, et la CRD a considéré qu'il n'était pas illégitime que les gens qui certifient, qui donnent les assurances sur les comptes financiers soient aussi ceux qui donnent leur assurance sur l'information de durabilité. Ce qui n'était pas évident, parce que, on le sait, il y a autour de ces sujets-là un débat sur, dites non, l'audit c'est très concentré, est-ce que en augmentant le périmètre dans lequel les assurances sont demandées, et compte tenu de la cohérence entre les deux, finance et durabilité, est-ce qu'on ne va pas renforcer la concentration du secteur? C'est donc un sujet qui est vraiment auquel il faut être attentif et voir comment tout cela se passe. Alors c'est vrai que l'influence de la France et de l'Union à l'IASB est relativement limitée. Je dis relativement limitée parce que ça progresse. Ça progresse d'abord parce que je crois que la France a désormais des relations viriles, mais réelles avec l'IASB. On ne s'ignore plus. On participe à des groupes de travail ensemble. On fait partie de l'autorité de cette entité de coordination qui s'appelle l'ASAP. On est les seuls avec le superviseur, l'autorité allemande, à en faire partie auprès de l'IASB. Et je crois que l'IASB a compris qu'elle ne pouvait pas négliger la principale juridiction qui a repris ces normes de façon obligatoire, c'est-à-dire l'Union européenne. Parce que dans beaucoup de juridictions, les normes IASB sont une option. Elles sont acceptées, mais elles ne sont pas obligatoires. L'Union est la principale. Donc, il faut continuer ce travail fructueux et il faut le faire avec nos alliés européens d'abord et aussi dans le reste du monde, parce qu'on a des alignements d'intérêts parfois avec d'autres autorités. Merci. Peut-être merci dans un premier temps, puisque nous avons encore 5 questions de nos collègues. Alors, Éric Bocquet, puis Marc Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur Hoffel, je voudrais repartir d'une audition que nous avions eue avec l'un de vos prédécesseurs, il y a pratiquement 10 ans maintenant, en 2013, Monsieur Jérôme Haas, malheureusement décédé l'année suivante. Et il avait évoqué à l'époque une directive, un choix de l'Union européenne, appliqué en 2002, quant à l'adoption de nouvelles règles comptables pour le contrôle des comptes consolidés des groupes internationaux.
et il avait marqué nettement la différence dans cette évolution entre les règles appliquées en France, cartésiennes, latines, 1 + 1 = 2, pour faire schématique, appliquées depuis la Renaissance. Et pour lui, ça a marqué une évolution énorme. Et je vais me permettre de citer une partie de son propos, compte rendu de l'audition que nous avions eue, qui était vraiment intéressante. Il nous dit ceci. « Pour nous, le résultat, c'est la différence entre 2 flux, ce que l'on dépense et ce que l'on gagne. C'est simple et sûr. Selon la comptabilité internationale, le résultat réside dans la différence entre 2 bilans dans lesquels peuvent se trouver des choses non réalisées. On n'est plus dans un monde où les chiffres sont sûrs, mais dans un monde où ils doivent tout dire. Or, en disant tout, ils disent également des choses fausses. Ce qui n'est pas vrai, c'est ce qui porte sur l'avenir, la seule chose que l'on sache de l'avenir étant qu'on n'en sait rien. Si on comptabilise l'avenir, on comptabilise des hypothèses. Plus il y a d'hypothèses, moins ce que l'on dit est crédible, et tous ceux qui doivent prendre des décisions sur cette base risquent de se tromper. » Encore un extrait, si vous le permettez, parce que vraiment, ça me paraît important. Cette différence entre le réalisé et le non réalisé est un sujet très important. Là, c'est lui qui parle. J'ai mis un certain temps avant de trouver que c'est ce qui nous sépare vraiment, en gros, les anglo-saxons et nous. Nos amis affirment que ce qui n'est pas réalisé est très important. Engagement, créance, des engagements peuvent être annulés, des créances peuvent ne pas être recouvrées. Ils n'ont pas tout à fait tort de vouloir tout dire, mais dire est une chose. Le comptabiliser comme un résultat en est une autre. Il faut, selon nous, comptabiliser ce qui est effectivement dénoué. C'est le Code civil qui le dit. On fait bien la distinction entre ce qui est sûr et ce qui est potentiel. Alors ça m'avait beaucoup frappé ces propos. Et il faisait le lien avec, on était 5 ans après la crise financière de 2008, là, et lui faisait le lien entre cette réalité de différence de normes comptables et l'une des causes importantes de la crise financière qu'on avait vécue 5 ans auparavant. Alors, est-ce que cette situation est toujours vraie? Vous avez parlé d'harmonisation, de résistance des États-Unis, on l'entend bien. Est-ce qu'on en est toujours là? Ou est-ce qu'il y a des travaux, des efforts pour aller vers une harmonisation de ces normes comptables qui devraient être, selon moi, planétaire, puisque aujourd'hui l'économie financière est planétaire, voire plus. Merci. Merci. Éric, Marc Laménie, puis Didier Rambaud. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur Ophel, pour cette présentation réellement pédagogique, parce que c'est vrai que dans l'opinion publique, beaucoup ne connaissent pas forcément les autorités indépendantes, et en particulier l'autorité des normes comptables. Vous avez rappelé, et aussi dans le sens du rapporteur, notre collègue Antoine Lefèvre, déjà sur les moyens humains et les effectifs, c'est très peu de personnes, certes de grande qualité, une vingtaine d'agents, c'est très peu. Alors moi, un petit peu ma question, c'est bon, tout est basé à Paris ou en région parisienne. Le lien avec les territoires, moi je représente un modeste département, les Ardennes, mais je pense que je dirais quel sera dans vos projets sur lors de l'exercice de vos futures fonctions, comment s'effectuera un petit peu le travail sur le terrain et le maillage sur le territoire. Bon, vous avez beaucoup d'expérience aussi au niveau de la Banque de France, qui est aussi l'interlocuteur, je dirais, sur le terrain du monde économique, social, associatif. Puis également, est-ce que vous intervenez aussi en lien, parce que bon, le Sénat est le représentant des territoires et des collectivités territoriales, est-ce que vous intervenez dans ce domaine-là, même si fortement il y a une dimension nationale, européenne et internationale forte, puis également avec l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et autres, parce qu'on s'aperçoit même que pour toute entreprise ou même une association qui peut employer quelques personnes, il est indispensable d'avoir le bilan comptable, financier, etc. Donc ce partenariat et le volet en direction des associations, et puis aussi peut-être un souci de simplification sur lequel vous êtes engagé également. Je vous remercie. Merci Marc, Didier Rambaud, puis Sylvie Vermeillet.
Merci, Président. Monsieur Ophel, dans votre exposé, vous avez parlé de ce que vous faisiez concernant la lutte contre le blanchiment. Donc, du coup, moi, j'ai envie de vous interpeller plus particulièrement sur la question de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je crois que ces dernières années, notre pays a plutôt bien progressé en la matière, hein, notamment la levée du verrou de Bercy, qui a renforcé donc les liens entre les services de Bercy et la chancellerie, la convention multilatérale à l'échelle internationale. Cela étant dit, je crois que les uns et les autres, on est convaincus qu'il y a encore beaucoup à faire. On parle d'un chiffre de 20 milliards d'euros de potentiellement possible encore à récupérer. Est-ce que vous partagez ce montant et sinon, tout simplement, à votre niveau, quelles sont les pistes possibles pour qu'on puisse encore progresser au niveau de la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude? Merci. Merci Didier. Sylvie Vermeillet et Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Ophel pour la clarté de votre présentation. J'aurais une question sur ces écarts, ces divergences de normes entre les Français, les Européens et les Américains. Je prends un exemple simple, la comptabilisation du crédit bail. Pour les Français, les Européens, le crédit bail, c'est un financement à part entière. Les Américains savent très bien contourner cette mesure, ce qui fait que le désavantage concurrentiel entre des entreprises européennes et américaines est important, puisque du coup, le ratio élémentaire dette sur capitaux propres est considérablement modifié pour certaines entreprises. Et voilà, cette distorsion de concurrence est quand même, et peut sans doute être fatale. Est-ce que vous arrivez à estimer le poids de ce désavantage concurrentiel issu des normes? Alors moi, effectivement, je trouve que les normes comptables françaises ou européennes sont logiques, sont adaptées. Je rejoins un petit peu l'analyse d'Éric Bocquet, mais au bout du compte, est-ce que le préjudice est mesurable et à quoi en est-on réduit? Est-ce qu'on en est réduit du coup dans le camp français à courir derrière l'application des normes américaines, à s'adapter pour lutter contre ce désavantage concurrentiel? Ou est-ce qu'on continue de vouloir valoriser notre modèle, qui à mon avis est prudentiel et vertueux, mais quelque part voué à ne pas à désavantager notre système? Merci. Merci Sylvie. Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président. Avec l'adoption par les collectivités locales de la maquette M57 et demain la certification des comptes des collectivités, ces dernières basculent de plus en plus rapidement vers un système de reporting analogue à celui des entreprises privées. Pour autant, je pense que nous tous ici, nous savons bien que la comptabilité des collectivités, elle n'est pas exactement la même que celle des entreprises et qu'il existe notamment un certain nombre d'activités propres aux collectivités que les commissaires aux comptes ont du mal à retracer. Donc comment est-ce que vous... Je donne un seul exemple, par exemple les subventions d'investissement. Aujourd'hui, une entreprise doit faire des fiches pour suivre chacune des subventions qu'elle verserait. Aujourd'hui, une collectivité, elle est bien incapable de faire ça. Je pense par exemple aux régions, sinon il va falloir qu'on recrute moult personnes pour faire des fiches. Donc quel rôle allez-vous jouer pour que les certificateurs prennent mieux en compte cette spécificité d'un nouvel acteur qui rentre dans le sphère des normes comptables? Voilà, Monsieur le Président, vous voyez, 5 questions, 15 minutes. Alors, je vais en regrouper peut-être quelques-unes parce qu'il y a des questions, par exemple, qui tournent autour du caractère un petit peu... le lien avec les territoires et donc aussi les collectivités locales. En effet, le tissu économique sur lequel nous intervenons
que ça soit pour les normes nationales, mais demain aussi pour les normes financières, mais demain pour les normes de durabilité, il n'est pas parisien. Il couvre l'ensemble du territoire. Vous avez, et donc, comment fait-on pour avoir les bons relais dans les deux sens, hein? Les relais, c'est qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend. C'est les deux. Il y a des canaux privilégiés. Je dirais, vous avez cité les experts comptables. Les experts comptables constituent un canal privilégié parce qu'ils sont aux côtés des entreprises dans leur activité. Et le deuxième, c'est aussi la Banque de France parce qu'elle est présente dans les territoires et elle fait une notation de beaucoup d'entreprises. Et dans cette notation, il y a maintenant la volonté de prendre en compte la dimension de durabilité aussi. Et ça tombe bien parce que précisément, on peut arriver à la fois sur des normes comptables françaises financières et sur les indicateurs de durabilité européens, mais qui s'appliquent en France, d'avoir des relais et des échos avec les territoires. Donc ça, c'est très clair. Alors, le problème des collectivités, il y a un problème, je le mentionne, qui est de dire, ces indicateurs de durabilité, ils s'appliquent à qui ? Il s'applique aux entreprises, mais est-ce qu'on s'arrête aux entreprises? Quid des collectivités? Vous avez cité les collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est sur la base de la double matérialité, qui consiste à dire quelle est l'incidence sur la valeur financière, mais aussi quel est l'impact. L'impact, il ne dépend pas de la structure juridique de l'entité. L'impact, les collectivités territoriales ont un impact sur qui doit être pris en compte. Donc il y a un débat, une réflexion à avoir pour voir comment est-ce que tout ceci est possible. Pourquoi je dis possible? Parce que dans double matérialité, il y a double, mais il y a aussi matérialité. C'est-à-dire ce qui n'est pas matériel. On va pas. Il y a derrière une balance à faire entre le coût de production et de suivi d'un certain nombre d'indicateurs financiers ou non financiers et l'intérêt qu'il y a à le mesurer, c'est-à-dire quel est l'impact effectif. Si l'impact est marginal, on va pas le faire. Donc ça, c'est une dimension extrêmement forte. Il y a une entité spécialisée sur les normes publiques, hein, donc, qui d'ailleurs est localisée dans le même immeuble que l'ANC, donc nous aurons, je n'en doute pas, des débats intéressants. L'autre type de problématique, c'est celui, qu'est-ce que c'est que toutes ces normes qui obéissent quelque part à des principes assez orthogonaux? D'abord, il faut avoir en tête que en Europe, il n'y a pas de normalisation des comptes sociaux. Il n'y en a pas. Les entreprises allemandes n'utilisent pas les normes françaises et réciproquement. Et il y a parfois des différences sensibles entre les normes nationales. Ce qui veut dire d'ailleurs que, comme ces normes sont celles qui déterminent le bénéfice social, ça veut dire que la manière dont on détermine le bénéfice social n'est pas identique dans tous les pays de l'Union. Alors, je disais tout à l'heure, l'IASB, ces normes internationales, qu'est-ce qu'ils prennent en compte de façon très marquée les besoins des investisseurs, c'est-à-dire des marchés. C'est-à-dire, et les marchés, évidemment, eux, ils disent réalisé, non réalisé. Je suis aussi intéressé par le non réalisé que par le réalisé. Et alors, pour bien comprendre le non réalisé, il va falloir me donner des détails très importants. Et donc, on est dans une logique qui n'est pas du tout celle du cash flow. Hein. C'est une logique de la... Mais il ne faut pas perdre de vue à quoi servent les comptes consolidés. Et les comptes consolidés, c'est pas sur cette base qu'on détermine l'imposition. En France, système moniste, hein, l'imposition, il est fait sur des comptes sociaux tels qu'on a choisi de les appliquer, de les déterminer, et qui sont censés retracer ce que nous pensons être la réalité économique. Et donc, ça peut s'écarter de ces comptes internationaux et de ces comptes internationaux consolidés, mais dont l'objet n'est pas exactement le même.
alors, il est vrai qu'il y a eu une grande, après la crise de 2008, on dit qu'est-ce que c'est que ces comptes qui sont pas... Il faut avoir une uniformisation des comptes internationaux qui sont appliqués par tout le monde. On a essayé de rapprocher les normes FASB avec les normes IASB. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Et d'abord parce que les Américains ne souhaitent pas que leurs normes soient fixées par autres qu'eux-mêmes. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué. Et puis, les objectifs étaient pas exactement les mêmes. Et dès qu'on rentrait dans le détail des choses, ben, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais ce qui est assez clair et c'est que les normes, quand ces normes internationales servent de base à des réglementations, pas les comptes sociaux, mais l'impôt, mais les réglementations, ça peut poser problème et ça peut créer des distorsions assez fortes parce que ces normes internationales, les Américains les appliquent pas. Donc on part sur des réglementations identiques, mais avec des bases de départ qui sont différentes. Et en effet, Jérôme Mas avait bien raison, il y a un problème toujours que ça soit dans les réglementations ou dans les règles comptables elles-mêmes, il y a un problème de procyclicité. C'est-à-dire, est-ce que le cadre que l'on a, normatif, est-ce qu'il amplifie les crises? Alors, quand on dit amplifier les crises, ça veut dire aussi amplifier les booms. C'est pas symétrique, mais quand même. Mais le problème, c'est que les crises ont des effets beaucoup plus graves que les booms. Or, c'est vrai que ces normes ont une tendance à être procycliques. Et d'ailleurs, toutes les normes de comptabilisation des titres, des valeurs, des opérations financières, IFRS 9 a été une des critiques en disant, évidemment, mais enfin, d'un autre côté, quand tout va mal, c'est normal de provisionner un certain nombre de choses. Donc, le problème, c'est jusqu'où va la procyclicité. C'est ce qui justifie quelque part que le président de l'autorité des normes comptables est membre du Haut Conseil de stabilité financière en France, parce que précisément, on doit pouvoir essayer de prendre en compte cette dimension-là qui, quand on valorise au prix de marché, est exacerbée. Parce que précisément le marché a des variations de prix qui sont extrêmement fortes et qui ont tendance à être de plus en plus forte. On l'a vu, et même, je dirais, sur des titres que l'on pensait être beaucoup plus stables. Je pense au titre d'État britannique récemment. Donc, c'est vrai que tout ceci demande... mais l'adhésion à des normes communes est quand même un trésor, quelque part. Même si ces normes sont contestables. Je ne sais pas si j'ai pas répondu à tout, mais je crois que c'était 2 familles de questions que vous aviez posées. S'il n'y a pas de regret parmi nos collègues, nous en resterons là. Monsieur le candidat, encore à ce stade. Bien. Monsieur Ophèle, on va vous demander, on va vous remercier d'abord. Votre présentation, cela a été fait. Et puis également de vos réponses à nos questions. Et maintenant, on va vous demander de nous laisser pour que nous puissions voter. Bon appétit aussi. Merci.